Habitants de Limoilou, auditeurs de CKRL 89.1, vous expérimentez une faille dans le continuum spatio-temporel. Voici les geeks contre-attaque. Version intime avec Laurent Maheu et votre humble serviteur, Mikey J. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition Les Geeks Contre-Attaque du 28 septembre. Alors, vous venez d'entendre une intro tout à fait nouvelle pour l'émission, je prends la 4e émission en toute intimité entre moi et Mikey G. On va y prendre goût. Deux animateurs de radio qui adorent Doctor Who, alors on a décidé de se gâter aujourd'hui avec ce petit thème musical. Donc, comment ça va ce matin, cet après-midi, dis-je, Mikey? Ça va très bien, quoique j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai préparé une chronique spéciale que je vous ferai part tout à l'heure, mais j'ai bien hâte. Bon, mais pendant que tu te reposes un peu le cerveau, nous allons commencer par l'éducation geek de la journée. Ben oui, avec les geektualités. Et ma faille dans le continuum spatio-temporel a fait en sorte que les voici immédiatement. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les geektualités avec Laurent Maheu. Alors, voici les geektualités de la dernière semaine. Alors, sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque, d'ailleurs, on vous encourage à devenir ami de la page Facebook pour être au courant des derniers événements et certaines nouvelles durant la semaine. Il y a une nouvelle qui a déjà été publiée, mais je veux juste en parler à la radio pour être certain que tout le monde soit au courant. Il y a des scientifiques qui ont inventé une nouvelle matière, c'est-à-dire des molécules photoniques. Maintenant, la meilleure façon d'exprimer ce à quoi ça pourrait ressembler ou à servir, l'image qu'on a, c'est les lightsabers. Ben oui, parce que c'est de la matière, de la lumière, mais sous forme de matière. Alors, j'ai lu l'article qui parlait de ça sur Internet et c'est, oh mon Dieu, trop compliqué. C'est sûr qu'à court terme, il n'y a aucune application pratique. Ça pourra servir dans le futur à des ordinateurs quantiques, mais à court terme, on a officiellement créé une matière qui pourrait servir au sabre laser dans un futur pas si lointain que ça. Et non seulement pour les sabres laser, mais aussi pour les Trekkies de ce monde, pourraient utiliser cette technologie pour former les holodecks. Mais moi, j'ai un des scientifiques qui a permis de faire cette découverte-là. Il s'appelle Mikhail Lukin. Oh, prédestiné. Oui, hein, Luke in Star avec Star Wars. Ouais. C'est sûrement une coïncidence, mais bref, on ne sera pas obligé d'aller dans un futur très 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 éloigné pour avoir ça. Peut-être à mon anniversaire de mes 70 ans, aurais-je le plaisir d'avoir un sabre laser. On se le souhaite. Ouais. Alors, un autre de mes sujets préférés, les voitures qui se conduisent seules, ils sont rendus légales sur les routes au Japon. Toutefois, il y a une petite nuance. Okay. Ce ne sont pas littéralement des voitures qui se conduisent seules, ce sont des voitures qui font de l'assistance automatisée. Donc, il doit y avoir un conducteur, il doit théoriquement conduire, mais imaginez le cruise control qui contrôle vraiment le déplacement du véhicule. C'est ça, c'est un cruise control non seulement pour la vitesse, mais pour le déplacement avec le volant, là. Alors, le système peut garder la voiture dans sa propre route, peut changer de voie, peut ralentir, accélérer, sortir de l'autoroute, peut s'arrêter à un feu rouge, ralentir dans le cas de la congestion. Dans le fond, c'est une voiture qui se conduit tout seul, sauf que, évidemment, ils ont décidé d'y aller à mi-chemin et de garder l'homme derrière le volant. Oui, mais c'est question éthique aussi, c'est que pour faire que la transition se fasse le plus smooth possible. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un pays qui a déjà commencé. Alors ça, c'est l'important parce que maintenant, tout le monde va regarder le Japon et faire « Ah, ils sont pas tombés en ruine, ça n'a pas explosé avec les voitures, il y a peut-être même moins d'accidents sur la route. » Et leur loi qu'ils auront mis en place pour ça va sûrement inspirer les autres pays. Je sais que la Norvège
avec les Tesla et Google, ça serait dans la mire pour les prochains potentiellement. Okay. Mais pour l'instant, quelqu'un s'est saucé et je suis fort curieux de savoir que probablement que les accidents sur les routes vont diminuer pour ces types de voitures-là. Parce que, évidemment, les accidents sont souvent causés par les erreurs humaines ou on n'a pas vu quelqu'un dans l'angle mort, ou bien si on perd le contrôle du véhicule, de appuyer plusieurs fois sur les freins, de garder les roues alignées ou tourner, etc. Il y a plusieurs choses que nous, on ne sait pas nécessairement faire, mais qu'un ordinateur, lui, quand il arrive à une situation comme ça, il va évidemment tomber dans ses algorithmes de protection. Donc, c'est ça. Puis, moi, j'ai bien hâte. Parlant d'erreurs humaines, je crois que c'est toi qui m'avais mentionné avant notre dernière émission intime que Google avait fait des tests sur route avec les voitures automatiques. Oui. Et sur 100 000 millions de kilomètres. 300 000 kilomètres de conduit, il y a eu un accident. Et oui. Et c'était lorsque le conducteur a repris le contrôle du véhicule pour le stationner. Alors, il est rentré dans une autre voiture par inadvertance. Donc, 300 000 sans aucun accident avec l'ordinateur, 0.01 km, un accident avec un être humain. Ben, c'est tout à leur honneur. C'est une très bonne publicité pour la technologie dont on parle en ce moment. Et dans le futur, je sais que j'ai lu un autre article qui parlait de ça, et il y a beaucoup d'inquiétudes pour certains corps d'emploi. Imaginons dans 15 ans peut-être, si on peut remplacer les conducteurs par des ordinateurs, tous les gens qui ont des camions de transport, oui. Les autobus, les métros, toutes ces choses-là qui requièrent normalement un conducteur derrière le volant, pourraient théoriquement se faire remplacer. Donc, il risque d'avoir beaucoup de résistance de la part de ces milieux-là, parce que depuis toutes les années où est-ce qu'on dit les robots vont nous remplacer, ça serait un corps de métier qui pourrait littéralement disparaître. Ben, ça va commencer par ça. Si ça a à commencer, c'est par ça que ça va commencer. Après ça, l'industrie de la construction, les bulldozers, les forklifts aussi, là, vont être automatisés. Et les T-1000 ne sont qu'à quelques décennies de là. Oui. Alors, autre nouvelle, en Nouvelle-Zélande, ils ont trouvé une façon utile de se débarrasser des cabines téléphoniques. Ils vont transformer les cabines téléphoniques... En TARDIS? Non, malheureusement pas, ça serait trop petit. En Wi-Fi hotspot. Donc, les cabines vont rester, mais ils vont transformer ça, un peu comme si ici à Québec, on transformait les cabines téléphoniques pour des points Internet Zap. Oui, et que si on se trouve à proximité, on puisse se connecter. Donc, présentement, ils veulent en faire 700 à court terme et monter jusqu'à 2000 d'ici le milieu de l'année 2014. Donc, d'ici l'an prochain, il y aurait 2000 anciennes cabines téléphoniques qui deviendraient des spots pour le sans-fil. Ben, côté infrastructure, c'est très bien pensé parce que c'est simplement mettre à jour le système de communication. Parce que, ça servait au téléphone, plus personne ne se sert du téléphone, donc on se sert de ça, on réutilise et je trouve ça très bien. Oui, et en plus, toute l'infrastructure, les fils sont déjà là, donc transformer ça en point de service, ça doit pas être si cher que ça. Fallait y penser, tout simplement. Alors, une autre grosse nouvelle, cette fois-ci du côté de NASA. On a entendu cette semaine qu'il y avait découvert de l'eau sur Mars. Oui. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais j'ai trouvé un article qui expliquait un peu plus concrètement quel impact ça aurait. Alors, avant, ils avaient trouvé des traces d'eau. Maintenant, ils ont découvert que si on prend un pied cubique de sol, on aurait l'équivalent de 2 pintes d'eau. C'est ça. Ce qui veut dire que, théoriquement parlant, avec une infrastructure en place, on pourrait avoir des êtres humains qui vivent de façon prolongée sur Mars en allant puiser l'eau du sol. Ah oui. Évidemment, il y a plusieurs obstacles avant de pouvoir se rendre. Un pied cube de sol, ce n'est pas une mince affaire, mais il y en a assez. Et donc, évidemment, tout le monde, ils sont bien contents. Il y a plusieurs projets d'avoir des stations sur Mars dans les 15 prochaines années, autant de la part de la NASA que de la part d'investisseurs privés. Ben, de toute façon, c'est parce que la Terre vient à son terme hein, dans quelques centaines de mille ans. Donc, faut qu'on se prépare. En fait, dépendant du film, ça peut être l'an prochain, il y a 5 ans. C'est ça.
Alors, une compagnie que je pense que plusieurs geeks qui doivent apprécier, et même le commun des mortels, Amazon. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Tu peux souvent acheter n'importe quoi chez Amazon. Mais bientôt, en 2014, on va pouvoir acheter une voiture sur Amazon. Non. À court terme, on va pouvoir aller sur Amazon, acheter une voiture et ça va être référé à un revendeur à proximité de l'acheteur. Mais les personnes, après ça, vont pouvoir acheter et le recevoir dans une boîte. Quoi? Attends un peu, là. Non. Dans le fond, les gens viendraient livrer ta voiture chez toi. Mais pourquoi dans une boîte? Parce qu'il faut pas que tu blesses la... C'est la même raison que quand j'achète quelque chose sur Amazon, ils mettent dans une boîte, c'est pour le déplacement, tout ça. En tout cas. Donc, ça serait une grosse boîte dans laquelle on pourrait recevoir. Donc, ce serait une Nissan Note. Je sais pas si c'est une voiture qui est déjà en circulation. Nissan Versa Note, qui serait achetable via Amazon. Donc, on s'en vient tranquillement vers la fin, à mon avis, des revendeurs. Ils doivent pas être contents. Je sais qu'aux États-Unis, d'ailleurs, Tesla n'a pas de revendeur. Ils vendent directement des usines. Et il y a beaucoup de compagnies qui commencent à essayer de bloquer Tesla parce que ils se rendent compte qu'ils peuvent vendre moins cher, mieux, plus rapidement. Ça crée un précédent en coupant l'homme du milieu. Et l'homme du milieu tient à son emploi. Et je comprends. Je veux pas dire enlevons l'argent à tout le monde puis recyclez-vous dans les réparateurs d'auto qui se conduisent seuls. Mais je crois qu'il y a une différence entre vouloir protéger son métier et vouloir nuire au progrès et ne pas vouloir s'adapter. C'est ça. Ah oui. Côté ordinateur quantique, je sais pas si tu as vu cette nouvelle-là. Malheureusement, récemment. je n'ai rien de quantique. Si tu m'en donnes, tu vas être la première que j'aurais eue de la journée. Bon. Alors, des chercheurs japonais ont réussi à rendre possible la téléportation de données quantiques pour qu'elle puisse servir à l'arrivée. Parce que dans les années, vers la fin des années 1990, ça a été possible. La téléportation de données quantiques a été faite, sauf que il fallait décoder les données à l'autre bout et le rendement était vraiment piètre. Mais dû à une hybridation de deux technologies, des scientifiques japonais ont réussi le transfert finalement, la téléportation de données, d'informations quantiques, par le biais de photons, donc, d'un ordinateur à un autre, et c'est lisible et c'est viable. Donc, la technologie avance. Quel dommage, je connaissais cette nouvelle-là. Pour renchérir, il y a... la façon que ça fonctionne, c'est que c'est pas un photon qui est littéralement téléporté, c'est l'état d'un photon. Oui. Donc, on a un photon qu'on modifie et... Je sais pas soit comment. 0, 1 ou 0 et 1. Mais je sais pas c'est quoi le terme en français, mais on entend souvent quantum entanglement. Et c'est ça. Donc, il y a deux photons qui sont reliés ensemble en dépit de la distance. En influençant un, on influence l'autre. Et ce type de communication-là serait incraquable. Pourquoi? Parce que seule la personne qui envoie connaît l'état qu'il impose. Oui. Et seule la personne qui reçoit sait l'état que l'atome avait avant d'être modifié. Alors, Donc, de cette manière-là, c'est vraiment une poignée de main extrêmement sécuritaire. On est loin, évidemment, de pouvoir s'en servir pour se protéger du gros gouvernement, mais théoriquement, ça serait physiquement impossible pour un tiers parti de regarder cette communication-là, puisqu'il ne connaissait pas l'état de l'atome à son point de départ ou à son point d'arrivée. Laurent, oui. Tu as pris ma nouvelle et tu as renchéri tout en informant les gens d'une meilleure manière que moi. Donc, je crois, sans aucun doute, pour la première fois de l'histoire des Geeks Contre-Attaque, en bonne et due forme, j'ai été... Outgeeked. Arrête, c'était pas si pire. C'était un tag team. Mais oui, T'as commencé à frapper la nouvelle et moi, je suis venu ensuite pour lui mettre la tête dans les cordes. Je t'ai fait une passe à la palette. Mikey, on approche l'heure, le premier quart d'heure. On sera dû pour une petite pause musicale. Ah oui. Alors, petite pause musicale. je peux chanter une chanson aussi, mais non, t'as des... La chanson de la semaine! Des titres assez intéressants.
Alors, la première chanson de la semaine de l'émission d'aujourd'hui, c'est un remix de Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Conquest. Alors, c'est un artiste qu'on a déjà entendu. Je suis allé réécouter toutes ses œuvres. C'est DJ Pretzel. Ah ben oui. Celui qui avait fait, il y a quelques semaines, la tune de Bubble Bubble avec un hillbilly qui joue avec sa chèvre. Cette fois-ci, c'est de Donkey Kong Country 2. La pièce s'appelle Sturm und Kong. J'imagine que si c'était allemand, c'est comme ça qu'on le prononcerait. De DJ Pretzel sur OC Remix. Alors, on vient d'entendre Sturm und Kong de DJ Pretzel, un remix d'une chanson du jeu Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Conquest. Alors, hey, Mikey, j'ai tellement de nouvelles, je vais en faire en rafale. Je sais que t'as une chronique qui s'en vient, je veux pas empiéter. Oh, hein, vas-y. Bill Gates a avoué que Ctrl-Alt-Delete était une erreur. Mais pourquoi une erreur? Ça sert tellement... Mais ça sert parce que on s'en sert. L'idée, c'était que c'était une touche ou un ensemble de touches qu'on voulait appuyer au niveau hardware, au niveau du matériel pour envoyer la commande au logiciel de démarrer. Donc, quand on fait Ctrl-Alt-Delete, c'est en fait au niveau du clavier et de l'ordinateur et non pas au niveau du logiciel. Oui. Au début, Bill Gates voulait avoir une touche.
comme un bouton Windows, d'appuyer dessus et que ça fasse. Ils ont été obligés de prendre Ctrl-Alt-Delete parce que le designer chez IBM, celui qui faisait le clavier, voulait pas donner un bouton de plus pour Microsoft. Donc, ils ont pris la combinaison Ctrl-Alt-Delete pour remplir ça et c'est resté depuis. Donc, c'est niaiseux comme ça. Pour les gens qui ne sont pas nés dans la dernière décennie, aujourd'hui, cette semaine, le 24 septembre, on célébrait le 20e anniversaire du jeu Myst. Oui. Avec le Y, le jeu qui a révolutionné l'utilisation du CD-ROM pour donner des images au-delà des petits pixels qu'on avait ou des jeux comme Doom. Oui, ça a révolutionné, là. Je me rappelle encore. Un jeu sur un CD! Mm-hmm. C'est... Oui, OK. Ben, bravo, Myst. Bravo, Myst, et évidemment, les 6-7 suites qui ont suivi. Avec une nouvelle, enfin, les avions vont arriver à l'année 2000. D'ici la prochaine année, il se pourrait que l'on puisse enfin utiliser des appareils électroniques durant l'atterrissage et le décollage. Moi, je me suis toujours dit que c'est même ça sert à rien. Je veux dire, pourquoi ils nous empêchent d'utiliser des appareils? Ça peut pas entrer en interférence, en tout cas. Mais en fait, j'ai déjà lu un article que j'ai pas avec moi, mais il y a une possibilité de saturation, les fréquences, tout ça. Mais ça, c'était avec les vieux appareils, les vieilles radios, tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dangereux, mais là, ils sont en train de réviser et ils se rendent compte que les types de fréquences qu'on utilise, ça ne nécessite pas nécessairement de devoir éteindre nos appareils. Donc, le risque est de moins en moins élevé et maintenant, il serait nul. C'est ce qu'ils sont en train d'évaluer. Bon. Dernière nouvelle, des araignées. Alors que je parlais de ça à Mikey durant la pause musicale, des fois, on voit des toiles d'araignées qui sont étrangement horizontales, dans le sens où le point de départ et le point d'arrivée du fil, c'est pas mal sur la même diagonale. Donc, est-ce que l'araignée avait pogné un courant d'air pour rester à plat? Est-ce que ça a des petites ailes qu'on sait pas? En fait, ils ont découvert que les araignées, et là je vulgarise grossièrement, utilisent une électricité statique pour se soulever. Donc, quand on voit une araignée et qu'elle est en train de partir avec son fil et qu'on a l'impression qu'elle flotte, on pourrait croire qu'elle est sur un petit courant d'air ou quelque chose. Donc, elle tire son propre fil en s'en allant, là. C'est ça, là. Alors, c'est une charge négative de 30 nanocoulomb. Je sais pas c'est quoi la référence, je suis pas ingénieur, mais ça permettrait de soulever une araignée jusqu'à 100 mg. Donc, quand l'araignée descend tranquillement, c'est pas un courant d'air, c'est vraiment elle qui soustrait à son poids via le fil avec ce petit courant d'électricité-là. Mais imagine si l'être humain se fiait à cette découverte-là pour avoir des applications à l'échelle humaine. Non, mais on pourrait avoir des soutes anti-gravité, quelque chose comme ça. Ça serait malade, mais ça dépend, évidemment, proportionnellement parlant. L'araignée de 100 mg. La charge électrique. Et c'est ça. Donc, s'il faut une centrale nucléaire juste pour descendre moins rapidement une fois qu'on est accroché à un fil, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas la meilleure technologie. Non, mais j'en veux un suit comme ça. J'ai toujours voulu être Spider-Man. En fait, Spider-Man, il swing. Ça serait l'inverse. T'aurais tout le fil, mais sans le fun de la vitesse. Parce que tu descendrais tranquillement. Tu serais parachute Spider-Man. Ouais, ok. Bah, ça vaut pas la peine, finalement. Alors, c'est tout pour mes geektualités aujourd'hui. Mikey, ouais. Je sais que tu nous as préparé une chronique. Ah oui, mais écoute, hein, des fois, là, il arrive que les bonnes choses savent se faire attendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est rare qu'on fait ça, mais on va prendre la pause un petit peu à l'avance parce que j'ai comme beaucoup de choses à dire. Alors, on va prendre la pause un petit peu à l'avance. Et au retour, ça sera ma chronique. Je vous parlerai d'une chaîne YouTube, une des plus visitées au monde. Alors, c'est à ne pas manquer au Geek Contre-Attaque. De retour après la pause. Oui, de retour après la pause. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au pub Le Dorcet au 65 rue de Buade. La
la carte de membre de CKRL. C'est pratico-pratique. Vous êtes musicien et vous faites des covers de chansons francophones? C'est maintenant le temps de vous inscrire à la première édition du concours Francoverfest. À compter du 20 octobre, 16 groupes de 2 à 6 musiciens seront choisis pour s'affronter tous les dimanches au Quartier de Lune. Un jury de 3 musiciens professionnels et le vote du public détermineront la meilleure formation de la semaine. Premier prix, 3 000 $. Deuxième prix, 1 000 $. Vous avez jusqu'au 13 octobre minuit pour vous inscrire à concours@hotmail.com. Les détails et règlements sont disponibles sur la page Facebook du Francoverfest. Une collaboration de la Banque TD Canada Trust, Assurance Jean-Marc Lemieux, Brasserie Labatte et Belle Gueule. Salut les boys! Ici Jane, mannequin du calendrier Dreamgirl 2013 et chroniqueuse culturelle du Gros Show, l'émission du retour numéro 1 à Québec. Le 7 octobre prochain à 17h30, moi puis la gang, on retourne au théâtre Le Périscope pour un deuxième round. Viens prendre une coupe de shooter de Jack avec moi, pas de sauce puis tout le reste de l'équipe. Participe au challenge de Jane plus tard en soirée et cours la chance de gagner un souper avec la mannequin Dreamgirl 2013 de ton choix. Pis gars, si ta blonde veut pas que tu viennes, dis donc que t'es au bowling. Le 7 octobre 2013 à 17h30, le Gros Show revient au théâtre Le Périscope pour une toute nouvelle émission. Joignez toute l'équipe sur place ou écoutez la retransmission en direct sur les ondes du 89.1. Le Gros Show, l'émission qui fait le plus parler à Québec. Seulement au 89.1, la radio authentique. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. La 23e édition des Rendez-vous Estrade du 10 au 14 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes du Vermont, du Massachusetts, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Rêve du diable, Jérémia McLean et David Surette, Serre l'écoute, Notorious et bien d'autres, sans oublier les nombreux ateliers, la joute chantée et la randonnée. Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes des cultures d'ici et d'ailleurs. estrade.qc.ca. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527 80 97 ou au cpcq.ca. CKRL 89.1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Mesdames et messieurs, re-bienvenue au Geek Contre-Attaque version intime avec Laurent et Mikey à la console. Et oui, et oui. Alors Mikey, je t'ai bourré les oreilles durant la première demi-heure. Je te relance le micro. Ouais. Vas-y avec la chronique. Excellent. Chronique Internet! Hey, soit dit en passant, j'ai vu, d'ailleurs sur YouTube, non, j'ai vu ça pendant les douteux, c'est vrai, à la Ninkasi tous les lundis, soit dit en passant, le Trololo Guy qui chante la chanson de Rainbow Road. C'était délicieusement drôle. Mais ce n'est pas de ça que je veux te parler pendant 15 minutes. Quel dommage. N'aie crainte. Bon. Est-ce que t'as déjà, tu t'es sûrement déjà dit quand t'étais petit, plus tard je veux faire des jeux vidéo. D'ailleurs, t'es un petit peu dans le domaine. Tu fais légèrement, évidemment. Depuis que j'en ai déjà fait un à 9 ans sur le Mac de mes parents, T'es sur pas sérieux? Hypercard. C'était un jeu de labyrinthe. OK. Mais bon, ça c'est la vieille époque là. Ça se vend plus aujourd'hui. Ça se vend plus, c'est rendu un jeu de collection. Dans un monde idéal, on irait à l'école secondaire et on aurait des matières telles que tir à la première personne,
jeux de rythme ou encore jeux de course automobile ou d'autres véhicules, eh bien, c'est ce que le producteur qui se nomme Freddie Wong et sa maison de production Rocket Jump Studios a pris comme prémisse pour la web-série qui se nomme Video Game High School. C'est une web-série qui a été écrite par Matthew Arnold, Will Campos et Brian Firenze. Brian Firenze, d'ailleurs, qui fait un excellent méchant dans cette web-série-là. Il fait un mordu de jeu vidéo qui se nomme The Law et qui botte des culs dans les jeux de tir à la première personne. Mais bon, je vais revenir un peu à l'histoire première de Video Game High School, qui est une très bonne série. Juste à regarder le générique de début, on se dit, mais mon Dieu, ça passe à la télé tellement c'est bien fait et c'est léché et c'est de qualité. Mais non, c'est simplement une web série, mais ça pourrait très bien être traduit, être porté au petit écran. Donc, c'est une série qui se déroule dans un futur proche ou hypothétiquement proche, dans lequel le jeu vidéo, qui est le sport national de tous nos ici les geeks, c'est le sport de compétition le plus populaire au monde. Et ça amène les meilleurs joueurs à la célébrité. Un peu comme, on peut penser à la Corée et tout ça. Oui, le e-sport qu'on appelle, exactement, gagne de plus en plus en popularité. Oui. Évidemment, on peut en voir souvent sur Internet, sur YouTube, mais de plus en plus, on va avoir ça sur nos écrans. D'ici, je dirais 5 ans, au Québec, on va avoir des rediffusions de tournois, je suis certain. J'en suis persuadé. D'ailleurs, j'adore regarder les EVO, les compétitions EVO sur YouTube. Mais revenons à nos moutons. Donc, les meilleurs joueurs sont amenés à la célébrité et c'est un phénomène mondial dans cet univers-là. Et The Law, qui est le maître incontesté du jeu de tir à la première personne. Donc, c'est un des joueurs les plus célèbres. Une chaîne de télévision l'invite comme, mettons, un talk show d'avant-midi, là, comme des petites femmes qui jasent puis tout. Et il rejoint alors le panel et il commence à se vanter, tout ça, et les petites madames lui demandent de faire une démonstration de ses talents. Alors, il se rend sur un serveur aléatoire, et il se met à botter des culs de manière phénoménale. Et étant donné que c'est un serveur aléatoire et c'est rempli de noobs, dans le jargon, des gens pas habitués à jouer, eh bien, il se dit, je vais faire mon frais et je vais les tuer de manière de plus en plus fantaisiste. Et à un moment donné, bien, il se fait prendre à son propre jeu et se fait tuer par un petit nouveau qui se nomme Brian D. Donc, la popularité de ce Brian D-là est alors propulsé à un tel point qu'il se fait offrir d'aller étudier à la Video Game High School, qui est une académie d'élite pour les meilleurs joueurs du monde. Bon, malheureusement, The Law et aussi à cette école secondaire-là, et il est plus que déterminé à l'humilier en public et lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors, c'est comme ça que la série commence. Ça a été mis en ligne en mai 2012 et c'est encore en cours. La saison 1 a 9 épisodes et la saison 2 en compte 6. Ça peut aller de 10 minutes à 40 minutes parce que c'est vraiment libre. C'est une web-série. Ils ne sont pas contraints par les formats télévisuels, alors ils peuvent se laisser aller. C'est quelque chose que j'adore. Ça s'adresse, oui, à un public geek en général, mais je dirais que les plus jeunes, niveau secondaire, je dirais, les adolescents s'y retrouveront encore plus. Imaginez-vous être justement dans des cours, tu peux choisir ta spécialité. Tu sais, d'ailleurs, il y a un cours qui se nomme FPS et c'est pas formation personnelle et sociale, c'est bien First Person Shooter. Et est-ce que tu connaîtrais par hasard un certain Zachary Levi?
Oui, bien sûr, de la renommée Chuck. Ben oui. Eh bien, imagine-toi donc que c'est le prof de First Person Shooter 101. Il se nomme Ace et il botte des culs de manière magistrale. Bon, ça a été produit ça par Freddie Wong. Freddie Wong qui est non seulement un réalisateur, mais acteur aussi, musicien, expert en effets spéciaux. D'ailleurs, il se sert beaucoup de ce talent-là dans cette web-série-là. Je veux mettre en lumière, par ailleurs, l'espèce de mise en abîme qui est mis de l'avant lorsque les personnages jouent à des jeux vidéo. Ils se retrouvent dans l'univers. On les voit vraiment là en temps réel dans un univers. Exemple, c'est un jeu de tir à la première personne. Eh bien, tu te ramasses dans une espèce de complexe usine avec des décors réels, ok. Sauf que c'est agrémenté d'effets par ordinateur, tout à fait adaptés à la situation. Donc, c'est vraiment bien fait. Alors, c'est vraiment immersif comme expérience quand on voit les gens jouer dans le cadre soit de leur cours ou des compétitions. C'est sûr que regarder des étudiants devant un écran d'ordinateur... Ça serait plate. Puis à s'insulter dans les micros, là, mais c'est ça. C'est comme Reboot, mais de l'autre côté. Oui, non, c'est ça, exactement. Je veux parler de Freddie Wong parce que oui, c'est aussi un joueur de jeux vidéo américain qui a été très acclamé. Il a remporté au World Series of Video Games à Dallas en 2007 le premier prix pour la compétition de Guitar Hero 2 et il a joué en jouant la chanson là, Let's Talk More Rock de Freeze Pop. Alors, j'imagine à expert et à 100% et avec plus de swag que ses autres compétiteurs. Mais ce qui est drôle, c'est que Freddie Wong s'est fait un rôle dans Video Game High School. Il fait le professeur de jeux de rythme. Alors, le professeur de Guitar Hero et j'en passe. Son fils dans la série, c'est son frère dans la vraie vie. Et son fils, dans la série, n'aime pas les jeux de rythme et est d'ailleurs très pourri. Alors, il se ramasse dans des cours de drift, des cours finalement de racing, de course de char. Et c'est un univers tellement magnifique. Le Drift King, qui est le badass de la classe, qui se surnomme DK, est un être absolument grandiloquent, très vantard, mais très posé et snob, mais ça vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour voir ce personnage-là dont le nom de l'acteur m'échappe. Mais bon, tout ça pour dire que je décerne à Video Game High School un bon 9 bits sur 10. Alors, ce n'est pas à dédaigner. Le seul bémol que j'ai, c'est que parfois, c'est over the top. Parfois, c'est comme trop pour la galerie. Et venant de moi, c'est peu dire. Oui, c'est ça que j'allais dire. Une école de jeux vidéo dans laquelle ils sont dans les jeux vidéo et c'est over the top. Ouais. C'est un peu comme dire Twilight. C'est bon, mais c'est un peu trop de vampires. Trop de vampires, ouais, c'est ça. Mais non, je le recommande fortement. Évidemment, tu vas nous partager le channel sur la page Facebook. Oui, d'ailleurs, Freddie Wong est un magnat de YouTube parce que, bon, sa propre chaîne, FredU, a un total de 900 millions de vues et 6,4 millions d'abonnés. Ça en fait, ça, Laurent, la 6e chaîne avec le plus d'abonnés de YouTube. Alors, oui. Alors, on va les bumper un petit peu avec les geeks, les fans des geeks contre-attaque. Ben oui, d'ailleurs, on n'est pas seulement sur Facebook maintenant, mais on est rendu sur YouTube. Oui, alors, on en parle brièvement. Les geeks contre-attaque possèdent une chaîne YouTube sur laquelle on va mettre certaines vidéos et on va également remettre les émissions de radio qu'on a pour les gens qui n'auraient pas accès au podcast ou qui auraient manqué l'émission. Donc, on vous fera aussi un lien sur la page Facebook pour le channel des geeks contre-attaque. Oh oui. Et j'ai un petit entrefilet à faire, mais fort intéressant. Et j'ai pas vraiment de thème approprié, mais je vais quand même en prendre un.
pour annoncer le tout. Alors, c'est parti. Chronique rétro! Et non, je ne parlerai pas d'Albator, Quel dommage. mais bien de d'où on vient, nous les humains, de notre passé, mais vraiment lointain. Donc, ce n'est pas rétro, mais bien, je pourrais dire préhistorique. On vient de loin, Laurent, on vient de loin. Et d'ailleurs, le langage aussi vient de loin. Les premières langues, la première langue qui a été parlée, d'après les historiens, se nommerait le proto-indo-européen. OK, ça vient de loin. Ça a été parlé par un peuple qui a vécu à peu près il y a 6000 ans. Donc, entre moins 4500 et moins 2500, donc avant Jésus-Christ. Mais ça, étant donné que ça a été inventé avant l'écriture, ça n'a pas laissé de traces physiques, ça n'a pas laissé de texte écrit. Donc la question était, qu'est-ce que le PIE, donc le Proto-Indo-European, comment ça sonnait finalement? Il y a un Allemand en 1868 qui se nomme August Schleicher qui a commencé à reconstruire le langage proto-indo-européen d'après certaines fables qui ont transpiré, donc qui ont été transmises de génération en génération, et s'est mis à écrire ce que le langage sonnerait comme un peu. Alors, il y a quelqu'un récemment qui a mis sur Internet, sur le site IO9 d'ailleurs, qui est une de mes sources fétiches pour l'émission Les Geeks Contre-Attaque. D'ailleurs, plusieurs des articles qui sont republiés sur la page Facebook sont en référence à ce site-là. Donc, j'imagine, cher geek, que vous le connaissiez déjà. Donc, IO9, ils sont le futur. Sur le site, donc, il y a eu un extrait que je veux vous faire écouter. Un extrait d'une fable qui se nomme le mouton et les chevaux. Alors, c'est la version proto-indo-européenne que je vous fais écouter immédiatement. Après ça, je vais vous la traduire parce que oui, j'ai pris un cours accéléré en fin de semaine. Hawechos me hochnach ne hest, so hecwom sterkt, so grhum wogum weged, so mechum bottom, so de gemonum hocu bedded. Ho is hecwoipios weokid. De gemonum specioch, hecwom sque hageti, kermoi agnutor. Hecwos tu weokund. Cludi ho we, tot speciomes, uns me agnutor ker. De gemo, potis, se hauies hoch nach quermum westrom wept. Haui bios tu hoch nach ne hesti. To kikluos, ho is hagrom buged. Alors, tu as tout compris, j'en suis persuadé. Je pensais que c'était Eric avec son accent à la Côte-Nord pendant quelques instants. Si tu te rappelles du film Prometheus, la même fable a été racontée. Alors, ça va comme suit. Un mouton qui n'avait pas de laine a vu des chevaux. Un de ceux-là transportait derrière lui un très lourd wagon. Il y en a un qui portait sur son dos une lourde cargaison et un autre qui transportait un homme. Le mouton a dit aux chevaux, « Mon cœur est heurté de voir un homme conduire des chevaux. » Les chevaux ont répondu, « Écoute, mouton. Nos cœurs sont également heurtés lorsqu'on voit ça. Un homme, le maître, qui fait de la laine du mouton son vêtement pour lui-même, alors que le mouton, lui, n'a plus de laine. » Ayant entendu ça, le mouton courra dans la plaine. C'est beau. Ça vient me chercher. Je savais que ça t'émeuverait ainsi. Et j'espère que vous avez bien entendu la leçon. Il ne faut pas mettre la laine de nos moutons lorsqu'on conduit des chevaux.
Ou je pensais qu'il y avait un traîneau, un chariot devant les chevaux. Bref, je mettrai la fable exhibitionniste. je mettrai la fable sur la page Facebook et vous en tirez vos propres conclusions, chers auditeurs. Alors pour la suite, Mikey, oui. Pour digérer le proto-indien européen, ben oui. Je crois qu'on va y aller avec un petit rince-oreille. Un rince-oreille et nous devons d'en faire un. Le voici. La chanson de la semaine 2! Alors, toujours du remixeur DJ Pretzel, on y va avec l'œuvre qui est nommée The Megiddo Brigade, tirée de l'excellente trame sonore de Final Fantasy VI. Et c'est parti! Alors, on vient d'entendre The Megiddo Brigade de l'artiste DJ Pretzel qui reprenait une chanson de Final Fantasy VI. Oui, l'usine des espoirs. OK. Mikey, on s'est pas dompté. On a plus 1h30. Vite, il nous reste 2 chroniques. OK. Vas-y, Laurent. Chronique jeux vidéo! Tu parles de notre maître et seigneur en divertissement? Oui, alors, je n'ai pas parlé dans Geektualité, je voulais en parler dans sa propre chronique. Valve, via Steam, a annoncé 3 nouvelles, en fait, une grosse nouvelle en 3 parties concernant le futur de Steam. OK. La première, en début de semaine, ils ont annoncé Steam OS. Donc, ça serait une version de Linux préparée spécialement pour le jeu vidéo, pour optimiser les cartes graphiques, la RAM, etc. Et évidemment, pour permettre d'utiliser avec notre librairie Steam. Wow! Alors ça serait évidemment une base de Linux
qu'on pourrait installer sur n'importe quel ordinateur ou avoir une partition particulière. C'est sûr que depuis à peu près 1 an, il y a de plus en plus de jeux qui se jouent sur Linux, mais ce n'est pas le cas encore de tout. Donc, une des choses qui sera possible de faire avec SteamOS, va être de streamer d'un ordinateur. OK. Donc, et ça dénonçait la deuxième nouvelle. À quoi bon avoir SteamOS sur un ordinateur si on se sert d'un autre ordinateur pour jouer à nos jeux? Et ils ont finalement annoncé la Steambox, c'est-à-dire un ordinateur style console. Oui. Alors, à mi-chemin entre la console, qui est un package deal, tu l'achètes, c'est tout, et un ordinateur que tu construis pièce par pièce. Le Steambox aurait plusieurs modèles. On devine évidemment probablement des modèles plus chers pour les power gamers et les ordinateurs plus modestes pour évidemment les gens qui ont moins de besoin de jouer avec le 3D en full définition. C'est Steam qui s'attaque enfin au salon. Le but de la machine, c'est d'être mise à côté de votre télé. Et là, quand je parlais tout à l'heure de pouvoir jouer à un jeu de votre ordinateur, ça permettrait de se connecter avec votre Steam sur l'ordinateur, faire jouer et ensuite rapporter l'image sur la télé. Donc, il n'y aurait pas de limite sur ce qu'on pourrait jouer en dépit du fait que c'est sur Linux. Et encore là, de plus en plus de jeux vont être conçus pour SteamOS, donc ça va être compatible et on souhaite plus rapide. Prenez par exemple Windows, quand on joue à un jeu, il y a toujours Windows qui roule en arrière, qui fait sa popote. Ben oui. Mais si on avait une version d'un système d'opération qui était optimisé pour les jeux vidéo, probablement qu'il y a beaucoup de ressources qui pourraient être volées et réutilisées plutôt que partagées. Mais là, une des raisons pour laquelle Steam ne s'était jamais attaqué aux télés et aux salons, c'était parce qu'il n'avait pas trouvé de bonne façon de contrôler les jeux. La majorité des jeux sur Steam sont conçus pour les PC. Ouais. Ils ont évidemment les claviers souris. Il y a des jeux qui se jouent aussi avec la manette Xbox, mais il manque quelque chose. Mm-hmm. Ils ont la dernière nouvelle qui est sortie hier, si je ne m'abuse, c'est la manette Steam. Oh! C'est épeurant parce que ça ne ressemble à rien et ça ressemble un peu. Je mettrai une image sur la page Facebook pour les 3 personnes qui ne connaissent pas Steam, mais ils ont remplacé les joysticks par 2 cercles, comme les trackpads pas de cellulaire, pardon, comme sur les portables, les petits trackpads, en cercle, qui contiennent en dessous également des boutons. Donc, on peut, juste en faisant glisser le pouce sur ces trackpads-là, contrôler la direction comme les joysticks le feraient. Ils ont des zones pour toucher. Il y a évidemment les touches en épaule, comme sur la manette Xbox. Uh-huh. Il y a 4 boutons qui entourent un écran tactile au centre. L'écran tactile lui-même serait 4 boutons cliquables. OK. Et donc, ça ressemble à ça. Pour ce qui est des tracks, des trackpads, il y a ce qu'on appelle du feedback haptique. C'est-à-dire que quand on touche sur un clavier, on a le feedback mécanique. Puis quand on touche sur un iPhone, on n'a aucun feedback. On glisse, mais il n'y a rien. Le haptique, ce serait les vibrations, un petit peu de résistance pour donner l'impression qu'on touche à quelque chose de physique plutôt que simplement glisser le doigt sur une surface. Ce qui est encore plus encourageant, c'est qu'ils ont promis que la manette ainsi que SteamOS allaient être des plateformes ouvertes. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir hacker le firmware, la programmation, reconfigurer les manettes pour optimiser pour certains jeux. Ben oui. Donc, éventuellement, on va pouvoir télécharger un logiciel pour notre manette pour mieux jouer à un jeu ou avoir une configuration différente. SteamOS, même chose. Comme c'est un Linux, c'est une plateforme ouverte qui est gratuite. Les gens vont pouvoir se l'approprier, possiblement même faire des redistributions. Le Steambox, c'est un ordinateur. On peut l'ouvrir, le mettre à jour pièce par pièce. Je vous dirais, pour les PC, pour les PC gamers, et les gens de salon, ça risque d'être un hybride fort intéressant. Personnellement, moi, j'ai très, très hâte. J'ai hâte de pouvoir jouer à mes jeux Steam sur ma télé et j'ai hâte de pouvoir faire jouer mes amis, ceux qui ont des consoles et qui n'ont pas d'ordinateur parce que, bon, c'est compliqué, ça coûte cher, blablabla, mais de pouvoir dire, voici un entre-deux.
Mais je suis tellement content, moi aussi. Je suis persuadé que Steam, avec ça, va défoncer littéralement le marché. Va éclater comme un petit popcorn joyeux parce que, hey, la popularité de Steam est telle qu'on en est même rendu au verbe. Est-ce que ce jeu est steamable? Oh, pareil, je l'ai pas entendu. Mais en tout cas, il sonne très bien dans ma tête. Alors, c'était ma chronique Steam. Il va sûrement avoir d'autres nouvelles. Je me suis inscrit dans l'espoir de faire partie du bêta, okay. Mais il va y avoir 300 personnes choisies. Présentement, il y a 200 000 personnes d'inscrites et il reste encore 1 mois pour les gens de s'inscrire. Donc, si jamais je fais partie des élus, c'est certain que je vais vous en parler en ondes, mais malheureusement, je pense qu'on va devoir tous attendre les nouvelles en 2014 lorsqu'elles sortiront à la graine. L'optimiste en moi dit non, tu feras partie du bêta. Et on termine sur un petit entrefilet quand même assez intéressant. Chronique de l'étrange. J'ai pas dormi cette nuit, Laurent. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais qu'as-tu fait cette nuit, Mikey? J'ai suivi le chemin que les ovnis ont pris. Les ovnis ont envahi le Québec cette nuit, Laurent. Tout l'univers en entier à leur disposition et ils ciblent le Québec uniquement. OK. C'est une belle ville quand même. On parle de la province ici, là. Un peu partout dans la province de Québec. Selon le site Paranormal QC, plusieurs signalements d'ovnis partout au Québec dans la nuit du 26 au 27 septembre 2013. Donc la nuit passée, j'ai fait un peu leur chemin parce que oui, j'ai cartographié leur itinéraire. Alors, ils ont commencé à Gatineau vers 9h40 le soir. Des lueurs ont apparu. Ensuite, un ovni lumineux jaunâtre a été aperçu entre 23h22 et 23h24 à Montréal. Se sont dirigés vers Prévost et s'étaient rendus des lumières jaune-vert. Ensuite, jaune et rouge en Gaspésie. Entre minuit et demi et 1h moins quart, ils se sont dirigés ensuite à Bois-Châtel. 2 témoins ont vu des lumières à Bois-Châtel. Ensuite, à l'Assomption, vers 2h30, il y a eu un flash jaune, imagine-toi donc. À Longueuil, après ça, 2h30 du matin, les ovnis sont décidés d'aller manger une petite poutine. Pourquoi pas? À 2h28, une lumière blanche à Montmagny. Donc, près d'ici, vers 2h28 du matin. Ensuite, ensuite, ils se sont dirigés à Rouyn-Noranda, ma terre patrie, vers 2h36 du matin. Et ils ont terminé leur itinéraire avec des bruits bizarres et une espèce de serpent lumineux dans le bout de la chute. Alors, les ovnis n'ont pas chômé. Et nous non plus, parce que c'est déjà la fin. Eh, Batins, on s'ennuie de l'heure et demie de l'été, mais les geeks, ne vous inquiétez pas, revenez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Geeks Contre-Attaque. J'étais Laurent Maheu à l'animation et Mikey, merci beaucoup à la console. Ça m'a fait plaisir. Salut les geeks! Ha ha ha!